Cette session s'appelle Do More with Stateless Elasticsearch. Je m'appelle David, j'adore venir au Jug Summer Camp parce que ma maman bossait exactement ici à l'espace en camp avant quand j'étais gamin, et je suis de La Rochelle. Et allez visiter les stands de tout le monde là si vous ne l'avez pas fait. Voilà, merci pour le verre d'eau. Ce talk qui est emprunté de ce qu'un de mes collègues a fait déjà, Iraklis, donc je le cite ici. Il avait fait déjà une super session à Devox Gris, qui était vraiment chouette. Alors, qui connaît déjà Elastic ici? Alors, qui utilise Elasticsearch? Tiens. Qui paye? Ok. Il y a beaucoup moins. Il y a quelques mains levées qui payent? Ouais, quelques-uns. En fait, ça suffit pour faire tourner un business model et arriver à faire en sorte qu'on ait plus de 3000 employés et puis beaucoup d'utilisateurs. Et donc, voilà, ça marche plutôt bien. Bref, Elastic, c'est la société qui a édité plusieurs produits, notamment un truc qui s'appelle Elasticsearch, et qui est le moteur de la plateforme qu'on appelle, d'un point de vue marketing, Search AI, parce qu'il faut mettre AI dans les noms. Et donc il y a des solutions verticales qui sont basées là-dessus, l'observabilité, la sécu, ou voire faites votre propre truc en vous connectant directement aux API Elasticsearch. Donc Elasticsearch là-dedans, c'est stockage et recherche, voire analyse IA, c'est le pavé bleu en fait là-dedans. Alors qu'est-ce qu'Elasticsearch pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un moteur de recherche, d'indexation et de recherche et d'analytique qui est distribué sur plusieurs nœuds physiques. Il est scalable, donc élastique, d'où le nom. Haute dispo, résilient, etc. On l'interroge avec une interface HTTP REST JSON. Il est basé sur une bibliothèque magnifique qui s'appelle Apache Lucene, qui est une bibliothèque en Java, sur laquelle on contribue beaucoup chez Elastic, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Et ça permet de faire des choses un petit peu plus avancées que du grep en ligne de commande ou du recherche like % quelque chose. Oui, parce qu'on a des recherches qui sont triées par pertinence. On peut faire intervenir la récence des documents, on peut faire intervenir la popularité, ce genre de choses. On peut faire de la recherche floue, on peut faire des recherches plus ou moins complexes, on peut utiliser des synonymes, rechercher des radicaux des mots, des infinitifs de verbes et non pas les formes normales, qui ont été indexés et fournis, rechercher des phrases, etc. On fait des time series, on fait des coordonnées géographiques latitude, longitude, notamment, et puis on fait aussi tout ce qui est recherche vectorielle, qui est nouveau en ce moment dans l'approche RAG. Donc projet populaire, on est plutôt très bien classé par rapport même à nos concurrents dans le domaine des moteurs de recherche, comme vous le voyez sur DB Engine. Ça se passe plutôt bien. Alors on va rentrer plus dans le détail, je vais faire un petit peu de terminologie pour que vous puissiez comprendre la suite de notre discussion. Donc Elasticsearch, on démarre des clusters Elasticsearch. Un cluster, c'est ce avec quoi on va dialoguer. Et en fait, on ne va pas dialoguer avec un cluster, on va dialoguer avec des nœuds. Donc on a des nœuds à l'intérieur d'un cluster. On veut indexer nos documents dans ce qu'on appelle des index. C'est un peu comme une base de données, si vous voulez. C'est là où on va envoyer nos données. Et ces index, ils vont être découpés en partitions qu'on appelle des shards. Chaque shard, c'est une instance de Lucene, le projet dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un mini-index, si vous voulez. Il y a des shards primaires et il y a des shards réplicas. Donc les réplicas sont des copies des primaires. Mais c'est en gros une copie parfaite. Un shard contient des segments. On descend encore un petit peu plus bas. Un segment, c'est vraiment un index inversé. Un index inversé, c'est ce qu'on a à la fin d'un livre. On a des mots et des identifiants d'objets dans lesquels on a trouvé des mots, des identifiants de pages. Donc on associe un terme avec des pages. C'est exactement pareil dans Elasticsearch. Quand on indexe du texte, on a le texte, et puis quel est l'objet dans lequel on a trouvé ce texte. Donc on crée cette structure d'index. Et ça se trouve au niveau des segments. Du coup, quand vous faites une recherche, vous exécutez votre recherche sur ce cluster, ou une agrégation, ou une recherche classique. Donc c'est exécuté sur le cluster, qui va en fait vous exécuter la recherche sur un nœud, mais qui va éventuellement interroger plusieurs nœuds, parce que les index vont être distribués sur plusieurs nœuds. Donc on va dans les index, puis ensuite on va dans les shards, et puis ensuite on va dans les segments pour parcourir les segments et arriver à reconstituer tout ça. Tout ça c'est transparent pour l'utilisateur, mais en un appel vous avez fait tout ça, distribué sur l'ensemble du réseau. On a d'autres notions, donc on a la notion de cluster state qui est un truc très important. C'est des métadonnées qui contiennent l'état du cluster, comme son nom l'indique, c'est-à-dire par exemple combien de nœuds j'ai, sur quel nœud tel index
et tel chart de tel index est géré. Est-ce qu'il est primaire, est-ce qu'il est secondaire, et ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des... quels sont les mappings ou les schémas, si vous voulez. Voilà, donc tout ça, c'est dans ce qu'on a dans le cluster state. Il y a un nœud qui s'appelle le nœud master qui va faire des mises à jour de ce cluster state. Et il va le faire en utilisant un protocole de consensus. Et ça va permettre quoi ? Typiquement, quand vous rajoutez un nœud, il faut redistribuer les index sur l'ensemble du cluster. Donc il faut mettre à jour ce cluster state et redistribuer cette information sur l'ensemble des nœuds. Donc ça sert à ça, notamment la mise à jour de cluster state. Alors Elasticsearch, ça fonctionne très bien avec des données time series aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'observabilité, donc pour les logs. Ça, c'est pour la photo. Pour les logs, pour les d'autres time series, les métriques et ce genre de choses. Et grâce à quelque chose qui s'appelle les data streams chez nous, c'est un truc qu'on a inventé, c'est un petit peu une chaîne d'index avec des index qui sont en lecture seule, qui sont les vieux index, et puis un index qui est en écriture. Donc vous écrivez vers un truc qui s'appelle data stream, et nous on se débrouille derrière pour faire bouger vos index qui étaient en écriture vers des index en lecture seule, et puis tous les chaîner ensemble. Puis autre chose qui s'appelle ILM, Index Lifecycle Management, qui permet de passer les index par différents tiers. Donc un tiers qui est hot, c'est-à-dire c'est là où j'indexe vraiment de façon très importante, jusqu'au tiers qui s'appelle frozen, qui concerne des données qui vont être très peu requêtées, mais qui vont être stockées sur des nœuds beaucoup moins chers, et on va faire du cache partiel. Je vais vous montrer ça avec une petite photo d'architecture, un petit peu près comment ça se passe. Donc ici, vous avez à gauche 2 nœuds hot, c'est un cluster, donc j'ai en tout 7 nœuds. Donc j'ai 2 nœuds hot, j'ai 2 nœuds avec un tiers qui s'appelle warm, j'en ai pas parlé, mais c'est du coup entre hot et frozen, il y a toute une partie. Et puis il y a 2 nœuds cold aussi, et un nœud frozen. L'index sur lequel on travaille ici, il s'appelle logs 2025-9.5, donc aujourd'hui. Il a un premier shard qui est primaire sur le nœud 1. Je ne sais pas si on voit ma souris, non, je ne sais pas si elle bouge. Bon, j'arriverai pas. On a un deuxième shard qui est primaire aussi sur le nœud 1, et vous voyez que sur le nœud 2, on a le shard 1 aussi de ce même index qui est réplica, le shard 2 aussi qui est répliqué, et puis c'est l'inverse pour l'index d'hier. L'index d'hier, il y a le shard 1 qui est primaire et le shard 1 qui est réplica sur le nœud 1. Le nœud 7, qui est frozen, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des backups vers notre cloud provider favori. Alors ça peut être du S3, ça peut être des buckets Google Cloud Platform, ça peut être sur Azure, du Azure Storage, qu'importe. En tout cas, on a fait des backups. Et le nœud 7, ce qu'il fait en frozen, c'est qu'il va non plus utiliser des données qui sont réellement physiquement sur le disque local, mais il va aller interroger à distance, quand il en a besoin, l'object storage, qu'on voit à droite, ici c'est S3 en exemple, sur des données un petit peu plus vieilles. Et donc il va remonter en cache les fichiers nécessaires pour exécuter les requêtes. C'est beaucoup plus long, évidemment, lorsqu'on exécute la première requête, parce qu'il faut aller lire l'object storage, et donc c'est beaucoup moins rapide. C'est pour ça qu'on appelle ça un frozen par rapport au hot, qui lui va être très rapide à délivrer le résultat. Donc ça fonctionne, c'est ce qu'on a aujourd'hui en stateful. Et quand vous faites soit du on-premise ou quand vous êtes dans notre cloud qu'on appelle hosted, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est exactement ce que vous avez derrière, c'est ça, vous pouvez faire jusqu'à ça. Mais là, vous avez vu l'architecture, elle est quand même un petit peu complexe, hein, vous devez vous poser tout un tas de questions. Donc c'est le désavantage du stateful, c'est que, déjà, oui, vous réfléchissez. Alors, il faut que je considère quelle est la taille de la base de données que je vais avoir. Est-ce que je vais avoir beaucoup d'indexation, beaucoup de recherche? Comment il faut que j'équilibre mes nœuds? Combien de nœuds hot je dois mettre? Combien de warm? Combien de cold? Combien de frozen? Etc. Le CPU et la RAM sont couplés avec le stockage. J'ai besoin de 3 pétaoctets de données, mais je fais une recherche par an. Ben oui, mais comme nous, le stockage vient avec un certain nombre de CPU et de RAM, etc., ben vous allez payer très cher pour très peu de requêtes, finalement. Donc c'est économiquement, c'est pas super. C'est pareil, le CPU, il est partagé entre l'ingestion et la recherche. C'est peut-être pas une très bonne idée. On risque de faire de l'over-provisioning en fait, de ressources, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça nécessairement.
Je vous ai parlé des data tiers, hot, warm, tout ça, donc vous devez y penser. Ok, qu'est-ce que je fais? À partir de quel moment je balance vers un autre truc, je change de tiers et compagnie. Et encore plus important, quand vous rajoutez et vous enlevez des nœuds, je vous ai dit tout à l'heure que les shards, ils vont se déplacer de nœud en nœud, parce que si vous ajoutez des ressources, c'est que vraisemblablement vous voulez utiliser cette ressource entièrement. Donc vous allez recopier à travers le réseau toutes les données et vous allez redéplacer et redéfinir un petit peu l'architecture de votre cluster. Donc ça fait du trafic interneux qui est c'est un peu long comme opération, ça coûte cher, parce que le trafic interneux, vous allez le payer en termes réseau. Et puis du coup, généralement, les admins qui gèrent des nœuds comme ça, ils hésitent un petit peu à faire leur mise à jour, parce qu'ils se disent « Ah ouais, quand je veux faire une mise à jour, il faut que je fasse du rolling upgrade ». Rolling upgrade, c'est quoi? C'est que je rajoute un nouveau nœud avec la nouvelle version, puis j'éteins l'ancien nœud avec l'ancienne version une fois que tout est rebasculé. Ça coûte cher de faire tout ça, les rolling upgrades. Donc on ne le fait pas, ou moins fréquemment, et du coup, les CVE, tant pis, on ne les applique pas très régulièrement. Il faut les appliquer tout le temps, mais voilà. Et les admins, du coup, ils doivent aussi des fois faire gaffe aux problèmes de upgrade qu'ils pourraient avoir, des problèmes de compatibilité ascendante et ce genre de choses. Alors avant de vous dire ce qu'on a refait, présentons un petit peu la différence entre le on-prem jusqu'au SaaS. En prenant un exemple, c'est Pizza as a Service ici. Donc le traditionnel de ce qu'on fait, c'est le on-prem, on a nos propres machines. Bon là, on veut faire nous-mêmes notre pizza, donc on va tout faire. On va faire la pâte, on va faire cuire nous-mêmes la sauce tomate, on va faire cuire notre pizza, on va fournir la table, on va fournir les vins, et puis on va manger chez nous. Ça, c'est le on-prem. Le IaaS, qui va vous permettre d'aller au supermarché, finalement, d'acheter votre pizza, mais toujours vous la faites cuire chez vous, et vous avez toujours la responsabilité, de la faire cuire, et de mettre la table et de fournir les vins, ou les autres boissons. Le PaaS, ça c'est l'offre qu'on avait jusqu'à présent chez Elastic, le Hosted Cloud, c'est ce qu'on avait. C'est toujours, on prend un petit peu plus de responsabilité, c'est comme si vous commandiez une pizza chez votre fournisseur de pizza favori, Pizza Hut ou autre, elle arrive déjà cuite. Par contre, vous fournissez toujours la table et les boissons. Et le dernier, le SaaS, c'est vous allez au restaurant en fait. Ok, je m'installe sous la table, je mange, ça y est, tout est fait pour moi. Bon, c'est exactement ce qu'on fait chez Elastic avec cette nouvelle offre. On est dans le SaaS, on n'est plus dans le PaaS. C'est l'offre qui est la plus à droite. Il y a un inconvénient, c'est que vous perdez du contrôle. Par contre, vous gagnez en simplicité. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Alors, le serverless Elasticsearch, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quand vous démarrez un projet serverless Elasticsearch, vous avez juste une API et une clé, et vous n'avez rien d'autre à définir. Je démarre un projet, je vais vous montrer une petite capture d'écran tout à l'heure, mais il y a une question, et après, c'est fini. Ça va exploiter les capacités du cloud service provider sur lequel vous déployez. Donc, nous, on en a 3 principalement. Je vais prendre un petit coup d'eau. Donc que ce soit Azure, Amazon ou Google Cloud Platform, on va utiliser donc les capacités offertes par les cloud service providers. Je vais remettre un mot là-dessus tout à l'heure. C'est stateless, donc c'est ça la grosse nouveauté, c'est qu'on a découpé la partie compute et la partie storage. Et là, c'est complètement différent par rapport à ce qu'on faisait. En gros, c'est un nouvel Elasticsearch qu'on a développé, qui utilise les mêmes API que la version stateful. Pay as you go, en fonction de ce que vous consommez, voilà, vous allez payer pour ce que vous faites, la rétention de la donnée, l'indexation et la recherche que vous exécutez. Il n'y a plus besoin de définir son propre cluster, de faire du sizing. Les mises à jour, vous ne les faites pas, parce qu'on les fait constamment au fil de l'eau. Je crois que c'est tous les 15 jours, on déploie une nouvelle version, mais vous ne le voyez pas. Et puis, on n'a maintenant que 2 data tiers, qui sont j'indexe ou je recherche. C'est tout ce qu'on fait. Je vais vous le montrer avec une vue de l'architecture. Je reviens un petit moment sur stateless, découpler le compute du storage. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va, au lieu de stocker la donnée sur le disque dur local, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la stocker sur notre S3, Google Cloud Storage ou autre.
Ça a un gros avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de faire de réplication, puisque le vendeur, le fournisseur de cloud, il nous assure qu'il fait la réplication pour nous. Et puis, comme on l'avait vu tout à l'heure dans le Frozen, Elasticsearch il va être capable de relire les fichiers dont il a besoin quand il a besoin de faire une requête dessus. Et donc, voilà, on fait vraiment on enlève toute cette donnée, on la déplace chez le cloud provider. Donc, dans l'architecture, on a mis le cloud provider et son object storage en plein milieu là, de la photo, pour vous montrer qu'on a bien deux tiers. Le tiers d'indexation à gauche, et le tiers de recherche à droite. Donc à gauche, on a c'est là où les requêtes d'indexation vont en gros arriver. Et à droite, en bleu, c'est là où les requêtes de recherche vont arriver. Et c'est monté, tout ça, sur l'object storage qui va être S3 ici, en l'occurrence. Alors comment on fait ça? On a des shards très fins, très petits, qui ne contiennent que les métadonnées. Et c'est ça qu'on va stocker sur les machines, les nœuds qui sont démarrés. Les nœuds d'indexation et les nœuds de recherche, ils ne vont avoir que les métadonnées. Et lorsque on aura besoin d'exécuter une recherche, à ce moment-là, on va monter et on va aller chercher les fichiers dont on a besoin. Mais au début, on n'a que les métadonnées. On indexe et on génère des fichiers, je vais vous le montrer avec des exemples concrets, et on les charge dans l'object store et on les efface quand on n'a plus besoin de ces fichiers-là, et vous allez voir ça dans un exemple concret. Pareil, donc rechercher, on ne va chercher dans l'object store que ce dont on a besoin pour fabriquer notre cache. Le truc important, c'est que virtuellement, on a accès à un espace illimité de données. C'est-à-dire que là, avant, où on disait on va te définir un cluster avec 10 nœuds, et 10 nœuds, ça te fait tant de gigaoctets de données, là, en fait, c'est l'object store, les limites de l'object store qui sont en théorie infinies. Je pense qu'il y a quand même une limite, mais en tout cas, c'est en théorie infini. On n'est pas dépendant du disque local, on n'est pas restreint par la capacité disque. Et ce qui est sympa, c'est que, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on crée des nouveaux nœuds de recherche ou d'indexation, on n'a pas besoin de redéplacer des shards, puisque tout est dans l'object store. Donc tout est déjà là-bas, on a juste à faire un lien vers l'object store et ça y est, la donnée est disponible. Donc plus de trafic interne qui était très embêtant. Et du coup, ça nous permet de faire les rolling upgrades tout le temps, sans que vous remarquiez ça. Je vais revenir à l'exemple stateful pour qu'on voit la différence entre qu'est-ce qui se passait avant quand vous faisiez de l'Elasticsearch en local ou dans notre cloud, qu'importe, et qu'est-ce qui se passe ensuite en stateless. Donc, imaginons, j'ai pris un seul nœud ici, j'ai un seul index avec un seul shard, il est primaire. Je prends cet exemple très simple. J'envoie deux nouveaux documents, c'est ce que vous voyez en haut à droite, new docs 1 à 5, c'est pas deux nouveaux documents, pardon, 5 nouveaux documents de 1 à 5, que j'indexe dans Elasticsearch. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'Elasticsearch? On va créer en mémoire une structure Lucene, qui sont des buffers d'indexation. Et puis on va aussi écrire dans un transaction log les fameux documents, les opérations qu'on a voulu exécuter. Ça c'est important, pourquoi? Parce que si on n'écrit que dans la mémoire Lucene et qu'on perd le nœud, après c'est mort. Donc là, il faut absolument les écrire sur disque. On envoie 6 nouveaux documents. Pareil, ça va aller en mémoire Lucene, et puis on va l'écrire dans le transaction log. Alors attention, ces documents de 1 à 12, pour l'instant, on n'est pas capable de les rechercher. On n'a pas les structures de fichiers Lucene, les index inversés dont je vous ai parlé au tout début de la présentation. Ils n'existent pas encore. On a juste écrit dans le transaction log, et c'est tout ce qu'on a fait. Donc il faut faire une opération qui s'appelle un refresh dans Elasticsearch. Donc c'est une API, on fait ça pour vous, au fil de l'eau. Et à partir du moment où on a fait le refresh, les documents de 1 à 12, qui étaient les documents en cours dans notre transaction log, ils deviennent visibles. Donc là, on a créé les structures d'index inversé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on a créé un segment qui contient les documents 1 à 12. Donc là, on est capable maintenant d'aller les chercher, ces documents, et là, ça va fonctionner. Imaginons, j'ai encore des documents qui arrivent, de 13 à 15. Pareil, on écrit dans le transaction log, ces documents ne sont toujours pas visibles.
okay, pour la recherche. Donc pareil, je fais une opération de refresh, et là mes documents vont devenir visibles. Et j'ai un deuxième segment. Okay, donc dans le premier segment, j'ai les documents 1 à 12, et dans le deuxième segment, j'ai les documents 13 à 15. Quand j'exécute une recherche, je vous ai dit, on parcourt tout. Hein. On va du nœud à l'index, au shard et au segment. Donc on va chercher dans le segment 1, puis après chercher dans le segment 2. C'est très rapide, mais c'est comme ça que ça marche. Ces segments, ils sont en mémoire pour l'instant. Donc ça veut dire que si je perds mon nœud, je suis un petit peu embêté parce que j'ai plus mes segments. Alors c'est pas grave puisque j'ai mon transaction log. Je pourrais les reconstruire quand même, c'est pas très grave. Mais à un moment, on va se dire, attends, tes segments, c'est bien, on va faire ce qu'on appelle un index flush de façon à les committer sur disque. Et là, on va s'assurer qu'ils sont vraiment écrits sur le disque. Donc on ne le fait pas tout le temps parce que ça serait trop coûteux au niveau des IO disques, mais on le fait régulièrement, on fait un index flush. Et à partir du moment où on a fait l'index flush, c'est-à-dire qu'on a bien écrit jusqu'au commit numéro 2, donc nos 2 segments, à ce moment-là, on peut vider le transaction log. Et on dit, OK, c'est bon, on a bien notre structure, qui est sur disque, qui correspond aux opérations qu'on voulait faire, et tout va bien. Si j'indexe des nouveaux documents, même principe, OK, voici ma quatrième génération du transaction log. C'est toujours pas disponible pour la recherche. Il faut que je fasse un refresh pour avoir un 3e segment. Et à un moment, je vais faire un index flush pour avoir sur disque les segments 1 et 2 compris, et puis le 3e segment, qui vont être écrits sur disque, et vider mon transaction log. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la version stateful. Ce que vous faites tous les jours, c'est ça, quand vous faites de l'Elasticsearch. Donc il faut faire des refresh pour accéder aux segments recherchables. Les flush commits, c'est ce qu'on a sur disque. Et puis le transaction log, c'est ce qui n'a pas encore été flushé et qui nous permet de reconstituer si jamais on a une panne massive. Dans le stateless, c'est à peu près le même principe, mais il y a des petites subtilités quand même. Donc, j'ai à droite mon object storage, S3 ou autre. Je vais faire, comme tout à l'heure, je vais indexer donc, sur mon nœud d'indexation. C'est mon nœud qui est dédié à l'indexation. Je vais indexer mes 5 nouveaux documents. Pareil, je vais en mémoire, j'écris dans le transaction log. Très bien. J'indexe encore mes documents 6 à 12, transaction log, pareil. Et là, ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, on va aller écrire notre transaction log sur notre object storage. Okay, c'est complètement différent de tout à l'heure. Cette fois, on l'écrit. Donc on a un fichier qui est là-bas. Qu'est-ce que je voulais mettre là? Ah oui. Et une fois qu'on a fait ça, on va dire oui, j'ai bien écrit à l'utilisateur. C'est-à-dire que là, tant qu'on n'est pas dans l'object, tant que c'est pas écrit encore dans l'object storage, ici on n'a toujours pas acquitté à l'utilisateur le fait qu'on avait bien indexé ces documents. On a bien reçu ces requêtes, mais on n'a pas validé. Donc là, on va valider à ce moment-là que oui, c'est bon, c'est bien écrit. Quand on va faire notre refresh, du coup là, ça va être aussi un petit peu différent de tout à l'heure. C'est que comme on sait que notre transaction log, déjà, il est stocké sur l'object storage, on peut le virer, on peut l'effacer en bas, il n'y est plus. Et puis, quand on fait notre refresh, on va dire, OK, on a fait notre premier commit et on l'écrit sur notre disque local, tout de suite. Je rajoute d'autres documents, c'est pareil, ça part dans le transaction log. Au bout d'un moment, ça va être uploadé sur le S3. On va acquitter le fait qu'on a bien fait nos écritures, tout va bien. Et puis à un moment, on va faire notre refresh, c'est pareil. Et une fois qu'on a fait notre refresh, nos deux segments sont visibles, sont écrits sur notre disque. Ces 2 segments qui sont écrits sur notre disque, à un moment, quand on va faire l'index flush, c'est à ce moment-là que nous, on va les uploader sur S3 ou autre. Donc, on les charge avec un truc qui s'appelle le batch compound commit. Et je vais vous en parler juste après. C'est un truc pour éviter de faire trop d'écriture et trop de lecture. Donc, on a à droite, sur notre object storage, et j'ai oublié de dire, oui, étant donné qu'on a uploadé aussi nos segments,
qu'on avait écrit. Du coup, on n'a plus besoin du transaction log sur S3. Donc on l'efface. Et donc on n'a plus ces structures qui restent. Ces structures étaient là que si jamais, pendant un moment, on perd un nœud, pour une raison ou une autre, il faut qu'on soit toujours capable de reconstituer le transaction log et de refaire les opérations qui étaient pendantes. Donc on a effacé le transaction log, et sur notre object storage, on a donc maintenant quelque chose qui représente nos segments, nos commits 1 à 2, qui sont disponibles. Donc lorsque je veux faire de la recherche, je vais monter un nœud de recherche, connecté toujours sur le même cloud storage. Et dans les métadonnées que je vais recevoir de cet index, je vous ai dit que ce sont des métadonnées légères. Je vais juste dire, OK, voilà ce que tu devrais voir normalement. Tu devrais avoir les documents 1 à 12 et 13 à 15 avec 2 segments qui correspondent à ça. Là, tu ne les as pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu vraiment de requête exécutée. Si je demande à exécuter une requête, je cherche les documents 2 à 14, par exemple, ou je fais une autre recherche plus complexe, qu'importe. Ce qu'il va falloir faire, c'est que le nœud doit aller lire les structures de fichiers qui vont bien dans l'index storage, les remonter localement, de façon à être capable de réexécuter la recherche sur ces segments-là. Alors, mes commits. Donc, c'était super important pour nous d'utiliser un mode batch pour minimiser le nombre de requêtes HTTP put et get qu'on fait sur l'object storage. Parce que sinon, c'est contre-performant et puis ça peut être aussi coûteux. Donc, c'est un exemple. Là, c'est mon premier commit de tout à l'heure. J'ai toujours un header, et puis après, j'ai les fichiers Lucene qui correspondent derrière, qui sont associés à ce header. Donc, j'ai un deuxième blob qui est mon deuxième commit. Et dans le header du deuxième commit, je vais éventuellement référencer des fichiers du premier commit, du premier segment Lucene. Pourquoi ? Parce que je sais qu'ils sont valides quand je fais une recherche. On fait que du append, nous, append only. Quand je fais une recherche à partir du commit 2, je vais regarder tous les fichiers du commit 2 plus les fichiers qui sont nécessaires du commit 1. Il y a peut-être des fichiers dont j'ai plus besoin au bout d'un moment parce que peut-être que j'ai effacé des documents entre le commit 1 et le commit 2. Donc il y a peut-être des fichiers dont j'ai plus besoin et qui ont expiré. Donc là, c'est comme ça qu'on les référence. Quand on va uploader nos fichiers, en fait, on va uploader tout cet ensemble. C'est cet ensemble en un coup qu'on upload, et non pas fichier par fichier, commit par commit. C'est ça qu'on appelle le batch component commit. Et quand on va créer un nouveau commit, eh ben c'est le même principe. Ce nouveau commit va référencer éventuellement des fichiers des commits précédents, du commit 2, du commit 1, et plus ses propres fichiers à lui. Et c'est ça qu'on va uploader ensuite sur S3. Petite astuce, quand on fait une recherche sur un nœud, il est possible que le blob soit pas encore uploadé. Il est encore quelque part sur le nœud d'indexation. On a vu tout à l'heure qu'il fait de temps en temps l'upload sur S3, mais il ne le fait pas tout le temps. Donc à ce moment-là, c'est le cas rare où le nœud d'indexation peut aussi servir pour la recherche. En gros, c'est pas vraiment qu'on va exécuter la recherche dessus, mais on peut aller demander au nœud d'indexation de nous fournir le blob plutôt que d'aller le chercher sur S3 parce qu'il n'est pas encore disponible sur S3. Okay. Donc on s'adapte avec ça. Ce qui fait qu'en fait, on perd très peu de latence finalement. Moi, la première fois que j'ai fait des tests sur serverless, je me suis dit, oh là, ça va pas être rapide ce truc, et tout, vu que c'est sur du S3 et tout. Et en réalité, j'ai la même impression que si j'avais de mon hosted sur Elastic Cloud normal, quoi. Donc c'est très ressemblant. Alors on a un auto-scaling, donc qui est super important dans l'aspect serverless. L'auto-scaler qui est au-dessus, là, en fait, il va récupérer des métriques assez régulièrement du cluster, et en fonction de la charge en écriture et en lecture, il va décider d'ajouter des ressources ou d'en enlever automatiquement. C'est ça, il fait du scale-up et scale-down tout le temps en fonction de ce que vous faites. Alors les métriques qu'on récupère sont quelle est une estimation du minimum de heap dont j'ai besoin pour un nœud pour faire tourner une recherche. Ou alors quelle est actuellement ma charge CPU, la queue d'attente d'indexation, tous les I/O, etc. Donc en fonction de ça, ben voilà, il va monter ou pas des nœuds.
il est possible, alors je n'ai pas vu où c'était dans l'interface, mais il est possible aux utilisateurs d'allouer systématiquement un minimum de ressources pour la recherche, de façon à ne pas pénaliser. Si vous savez que vous allez avoir un pic de recherche à un moment, vous pouvez dire non mais moi je veux toujours au moins 5 nœuds de recherche disponibles, et ça vous pouvez le faire. Ouais, ça c'est bon. Alors, dans Elastic Cloud, ça n'est disponible que sur Elastic Cloud. Cette offre-là, pour l'instant, n'est pas disponible on-premise. Je dis pour l'instant parce que on réfléchit à la possibilité de le faire. C'est pas spécialement une contrainte. Alors, il y a une contrainte sans doute business derrière, mais il y a aussi une contrainte technique. C'est-à-dire que quand vous allez dire ouais, mais moi j'ai mon Minayo, il est super, il marche très bien, etc. Nous, on veut être sûr que oui, ça va bien fonctionner et que vous n'allez pas nous envoyer des cas. Des bugs qui ne correspondent pas à serverless, mais qui correspondent seulement à Minayo. Pour l'anecdote, quand on a implémenté ça, on a découvert plein de bugs dans les implémentations Azure, S3 et compagnie, et ils ont fixé plein de bugs grâce à ce mode très avancé, très poussé qu'on faisait de leur object storage. Donc les promesses des API telles qu'il est donné n'étaient pas nécessairement vraies. Et on l'a découvert à ce moment-là. Donc c'est pareil, en hosted pour l'instant, en on-premise, ça ne sera pas disponible. Peut-être qu'on fera un jour une sorte de suite de tests obligatoires à passer sur votre object storage pour être sûr que oui, vous êtes bien compatible avec ce qu'on veut. Mais là, pour l'instant, on ne fabrique pas dessus. Pour l'instant, on se concentre à délivrer la valeur. Donc c'est deux choses quand vous êtes dans Elastic Cloud, vous vous connectez à votre organisation et vous avez deux choix. En haut, c'est ce qu'on faisait classiquement, c'est du hosted. Là, vous définissez votre architecture, nombre de nœuds hot, nombre de nœuds warm, nombre de nœuds frozen, etc. Et en bas, c'est juste, je veux créer un projet serverless. Et ce que vous avez juste à définir, c'est quel type de projet serverless tu veux créer. Est-ce que c'est pour faire de l'Elasticsearch, que je vous disais au début, en gros, je fais de la recherche vectorielle, j'utilise des API, ou plutôt j'ai deux use cases, observabilité et sécurité. En fonction de ça, ça va vous créer l'architecture dont vous avez besoin. Alors, un petit résumé. Donc, Elasticsearch, c'est le meilleur moteur de recherche de la Terre, mais je suis complètement biaisé dans ce que je dis, donc ne me croyez pas. Mais en tout cas, il a toujours été stateful jusqu'à présent, et il reposait sur la durabilité qu'on avait sur les disques locaux. Et la nouvelle architecture, le nouveau Elasticsearch serverless, il est stateless, lui, et cette durabilité est basé sur ce que fournit l'Object Store. Donc, encore une fois, comme il nous assure des sauvegardes et des réplications, on n'a plus besoin de le faire. Donc, c'est plus simple, il n'y a que 2 tiers indexation et recherche. Donc, c'est indépendant des charges de travail que vous allez avoir. Si vous faites de l'indexation, vous allez monter que des nœuds d'indexation. Si vous faites que de la recherche, vous allez monter que des nœuds de recherche. Cache partiel, je vous en ai parlé, donc qui permet de faire de l'indexation et de la recherche, mais sur des données réputées illimitées. Je vous ai parlé des shards assez petits, qui permettent juste de charger que les métadonnées de chaque shard, plutôt que d'avoir à aller charger tout le contenu. C'est la même API entre serverless et pas serverless, et puis modèle pay as you go. Alors quand j'ai testé, j'ai vu quelques petites limites quand même. Un truc alors qui peut paraître anecdotique, quand vous êtes dans Kibana, vous pouvez mettre dans vos data tables, par exemple, un lien, une image extérieure qui viendrait de Wikipédia. Moi, je fais ça pour présenter mes utilisateurs de quel pays ils sont. Je mets le drapeau Wikipédia à la place du nom. Ça, vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est un appel externe, et pour l'instant, c'est bloqué. On refuse de le faire pour des questions de sécurité, donc pas le droit de le faire pour l'instant. Dans le même genre, les exports PNG, PDF des dashboards, pour l'instant, c'est pas supporté ce truc-là non plus. Si vous faisiez ça, c'est pas possible. Le truc qui m'a pénalisé, c'est quand j'ai un projet qui s'appelle File System Crawler, qui indexe des documents locaux de votre disque dur sur Elasticsearch. Et quand j'ai ajouté des tests d'intégration sur serverless, parce que je voulais voir comment ça se comportait sur serverless, j'ai été très surpris que mes tests d'intégration, au lieu de durer 12 minutes, duraient 45 minutes. Et je me suis dit, ouh, c'est long, serverless, ça va pas. Et en fait, c'est pas que c'était long, c'est que dans mes tests d'intégration, ce que je faisais, c'est que
J'indexe un document et j'appelle l'API refresh. Vous vous rappelez, l'API refresh, c'est celle qui permet de rendre disponible à la recherche. Donc dans mon test d'intégration, j'indexe la doc, je fais refresh, puis après je fais une recherche pour vérifier que ça s'est bien passé. Et comme je faisais un refresh tout le temps, ben, j'ai eu un rate limit qui est fait exprès. Je ne me rappelle pas quelle est la valeur, mais au-dessus de, je ne sais pas, on va dire 5 refresh par minute, il va dire non, mais attends, tu vas attendre encore 1 minute avant que je te redonne la main pour que tu puisses refaire des refresh. Donc mes tests d'intégration, c'est pour ça, a été très lent. Donc j'ai changé ça, maintenant je fais juste des recherches classiques et puis j'attends d'avoir une valeur et puis et du coup je suis redescendu à des valeurs normales, je dois être à 15 minutes ou quelque chose comme ça sur serverless. Toutes les API Elasticsearch ne sont pas disponibles, alors notamment certaines techniques, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas contrôler le nombre de shards, c'est pas vous qui contrôlez, c'est nous qui contrôlons ça. Donc créer votre index avec un certain nombre de shards, ça vous ne pouvez pas le faire. Des opérations d'administration, vous n'avez pas accès à ces API-là, puisque ça n'a aucun sens dans votre cas. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'était la première fois que je faisais cette présentation, donc je suis très preneur de feedback négatif, notamment, pour me dire ce qui ne vous a pas plu, ce que vous n'avez pas compris, et tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, de façon, bienveillante, évidemment. Voilà, constructive. Vous avez les slides ici, si vous voulez les revoir plus tard, et n'hésitez pas à aller voir les sponsors, dont notre stand, et merci pour votre attention. Pour les questions, oui ? Oh, 7 minutes, large. Question. Ah, vas-y, distribue le micro. Vas-y. Dans tes slides où tu parlais des écritures sur le blob storage, il y a un moment où tu disais que tu rendais la main à l'utilisateur qu'au moment où tu écrivais le transaction log sur le blob storage. Oui. Du coup, en termes API élastique, c'est quoi ? C'est à quel moment tu provoques cette attente-là en plus et cette latence supplémentaire par rapport à un élastique normal ? C'est une bonne question. Oui, j'espère que c'est bien ça. Oui, je pense que c'est ça, mais je ne sais pas. Aucune idée. Désolé. Je vais chercher la réponse. Reviens me voir tout à l'heure. Ça mérite une peluche. Ou une machine à 3D, une imprimante 3D. Non, c'est bon. La partie serverless, là, c'est que dans la partie licenciée d'Elastic, c'est pas du tout disponible dans le... Oui, c'est que dans la partie cloud d'Elastic. C'est même pas dans la partie licenciée au sens... tu peux pas acheter une licence serverless on-prem. Pas pour l'instant. Mais tu peux pas tenter de faire tourner Elastic dans ce mode-là avec le code existant Non, parce que le code serverless, vous n'y avez pas accès. Il est privé. C'est un fork d'Elasticsearch, en fait. Donc on reverse tout le temps, évidemment, de notre Elasticsearch public. On remet toujours toutes les features dans serverless. Et puis tous les 15 jours, on publie cette version. Là-bas. Donc pour l'instant, c'est pas public ce code-là. Peut-être que ça le sera un jour. Mais dans cette offre SaaS, ça l'est pas. Bon, c'est bon, vous avez récupéré 5 minutes de plus alors pour café sponsor. Merci.